Voilà, donc bonjour à tous pour cette session d'après-midi où nous accueillons Laurence de Villers, qui est professeure d'intelligence artificielle et d'éthique, j'espère qu'on m'a bien dit les choses, à Sorbonne Université, et qui dirige l'équipe Dimension affective et sociale pour les interactions parlées au LIMSI. Donc un laboratoire de l'université Paris-Saclay, et qui est membre aussi du CERNA Alistène, comme l'Alliance Alistène. C'est ça, c'est l'Alliance. C'est l'Alliance Alistène, voilà. Et on me dit que vous êtes auteur de plus de 150 publications scientifiques. Alors, avant de vous passer la parole, je voulais juste évidemment dire que les enjeux que pose l'intelligence artificielle et plus largement les sciences des données sont évidemment essentiels pour les SHS. Je voulais souligner aussi qu'on le voyait d'ailleurs dans toute une série d'initiatives, y compris institutionnelles, et je m'en tiendrai au cas français pour ne pas aller chercher des exemples et être trop long, mais des institutions qu'on pourrait dire cœur des SHS françaises et parisiennes, je pense à Sciences Po, à l'EHESS, se dotent en ce moment même de centres de recherche pluridisciplinaires autour de ces questions, de centres de recherche pluridisciplinaires en SHS. Je pourrais même dire qu'il y a une sorte d'enjeu existentiel pour les SHS à se saisir de ces questions, puisque d'une certaine façon, sans refaire l'histoire des sciences sociales depuis le 19e siècle, il y a un enjeu de perte du territoire d'investigation, de juridiction des sciences humaines et sociales, ou de perte du monopole de l'investigation du social par l'intelligence artificielle. Je voulais souligner aussi que nous sommes conscients, la communauté SHS, que Paris-Saclay regroupe une part essentielle des forces de recherche françaises en IA. Pour m'en tenir à l'université Paris-Saclay, je citerai évidemment les forces qu'il y a au LRI, au LIMSI, au CMLA, dans la communauté qui se rassemble autour du master MVA, au LSV, à l'ISP pour le volet sciences sociales, IA et technologie du droit. Mais évidemment, je ne fais qu'une liste très brève. Je pourrais citer aussi, bien sûr, le centre, l'Institut de convergence Data IA, les forces essentielles d'INRIA sur le site de Paris-Saclay. Alors, la volonté de développer dans le pôle SHS de Paris-Saclay des réflexions sur les données et l'IA, et je pense née dès l'origine. Je crois pouvoir dire que les premiers projets de recherche qui ont été proposés dès 2012, je pense à l'IRS ISIS, comportaient déjà un volet sur les nouvelles stratégies d'enquête et les nouvelles stratégies de modélisation des données. Je crois aussi que l'enjeu, mais je m'en tiens à des généralités, je m'excuse auprès de Madame de Villers, l'enjeu c'est la rencontre entre les computer sciences qui sont confrontés à des questions sociétales et qui se dotent d'une réflexion de SHS, mais sans nécessairement toujours dialoguer avec la communauté SHS, et des communautés SHS qui s'intéressent à ces questions, soit en tant que spécialistes des données et de l'enquête, soit en tant que portant attention aux enjeux sociétaux, la fairness de l'IA, etc. Voilà. Il est tout à fait révélateur qu'une des réponses, j'ai discuté en aparté tout à l'heure avec Estelle Iacona, il est tout à fait révélateur qu'une des réponses à la AMI objet transverse que Estelle Iacona a proposée ait vu une thématique sur la maison des intelligences artificielles émerger, quel que soit ce que des intelligences artificielles et sociales, si je crois me souvenir, portées par Daniela Piana et Stéphanie Lacour, quel que soit l'avenir de cette initiative ou d'autres, hein, c'est pas le sujet. On voit que ça témoigne de l'importance que ça a à l'intérieur de la communauté. Et je pourrais souligner un témoignage personnel qui m'a été livré par un des professeurs de l'école, un des professeurs émérites de l'école, qui est Robert Azencott. Robert Azencott a fondé le département intelligence artificielle et mathématiques à l'ENS de la Redulme, puis à l'ENS de Cachan dans les années 80. C'est partie des quelques Français qui ont eu l'intuition d'appliquer les réseaux de neurones au dispositif d'apprentissage. Et Robert Azencott revenait sur son parcours et devant une foultitude de jeunes mathématiciens ou de jeunes data scientists, il leur rappelait de façon un peu déflationniste que l'essentiel, c'était d'étudier attentivement et qualitativement les données, y compris les données parcimonieuses, plutôt que de se laisser aller aux facilités des data scientists, et qu'il fallait des SHS, et pas seulement pour se poser la question de savoir lequel des personnes, le jeune ou le vieux, la voiture autonome va se décider à écraser, ce qui est quand même une question d'une très grande stupidité, et que par ailleurs auquel le monde social est confronté bien avant l'IA. On pourrait prendre des tas d'exemples. Voilà ce que je voulais souligner sur des questions qui se posent.
J'ai volontairement pris des questions qui sont plus éloignées de votre topo, puisque je ne suis pas dans ma zone de confort, mais surtout, je pense que vous serez la meilleure placée pour en parler. Mais je voulais souligner les enjeux que cela pose sur le plan méthodologique, la tension entre données d'enquête et données massives, la tension entre les méthodes d'analyse de données et les stratégies d'interprétation et de comparaison, comment elles résisteront aux méthodes algorithmiques, comment l'analyse causale est mise en question avec les patterns de corrélation massive. Et évidemment, l'ensemble des problèmes publics qui émergent dans le sillage de l'IA, la surveillance généralisée, la propriété des données, la discrimination algorithmique, etc. Toutes choses qu'on a pu voir tout à l'heure. André, quand tu nous as montré les slides, on a vu des tas de sujets qui étaient... voilà. Alors, votre propos, et j'en viens à vous, Laurence Desvillers, c'est de nous proposer une réflexion qui nous amène sur un autre territoire, qui est celui de la relation sociale et affective. Ça m'a un peu dérouté, pour tout vous dire. La relation sociale et affective que nous pouvons nouer avec les machines. Ça m'a un peu dérouté, et en même temps, dans l'établissement où je me trouve, la lecture de Gilbert Simondon fait partie des éléments essentiels quand on est à la tête de l'ancienne école normale supérieure de l'enseignement technique. On sait qu'il y a un imaginaire propre aux objets techniques. On sait que les objets techniques ont une histoire, ont une individualité. Donc mais enfin, peut-être pas au point d'avoir une relation affective quotidienne, mais encore que quand je vois que je n'arrive pas à me séparer de ce petit truc, probablement il y en a. Les capacités, vous allez nous parler des capacités d'empathie, l'illusion sur les capacités que nous avons face aux capacités réelles des robots. On m'a dit que vous alliez parler de l'éthique by design. Je ne sais pas si on a eu raison de me dire ça, mais par contre, ça m'a donné à penser qu'au cœur de l'université Paris-Saclay, cette question du design est également présente. Il y a le design spot, il y a un département d'ailleurs de formation aussi au design et à la recherche en design dans mon établissement. Évidemment, le design n'est pas une méthode. Le design thinking est une méthode, mais le design thinking n'est qu'une trouvaille du management pour apporter de la créativité à des espaces de conception qui se sont un peu épuisés par le technicisme. Peut-être que vous voulez dire que le design est une éthique, auquel cas je suis encore plus impatient de vous écouter. Et puis je voulais terminer en soulignant que le LIMSI, laboratoire auquel vous appartenez, et la communauté Paris-Saclay se sont aussi noués autour d'un objet auquel je suis très attaché, qui est la scène de recherche, l'équipement de recherche-création, dans lequel le personnage de Prospero, ça sera une des performances qui sera proposée dans la scène de recherche dès son ouverture, est un personnage avec lequel on peut discuter, puisqu'il y a un agent conversationnel, un chatbox, qui permettra aux spectateurs de dialoguer avec lui. Et c'est une coopération entre le LIMSI et un artiste dans le cadre des dispositifs de recherche-création. Voilà, et puis je m'arrêterai là, très content de savoir que ça sera discuté par Paola Otebaro, qui est sociologue en sociologie économique et des réseaux, chargée de recherche au CNRS, et qui est aussi, par elle-même, le témoignage de la politique publique, du CNRS en l'occurrence, d'avoir souhaité que des sociologues soient plongés dans des laboratoires d'informatique et que parfois des informaticiens soient plongés dans des laboratoires de sciences sociales et que Paris-Saclay soit le lieu pour faire cette opération d'acculturation croisée, puisque c'est au bénéfice de cette politique, et je pense qu'on peut remercier le CNRS, que vous êtes sur le site et que vous allez discuter ce papier. Voilà, je vous remercie. Je passe tout de suite la parole à Madame De Villers. Merci. Merci pour cette introduction. Donc effectivement, je travaille au CNRS. C'est bon. Sur des sujets autour de l'affectif. Et je suis également impliquée dans le board de Dataïa, cet institut de convergence qui en fait regroupe tous les laboratoires sur le plateau, INRIA, CNRS, CEA, grandes écoles, etc. Qui est au moins un outil qui aurait pu être plus mis en avant par l'ensemble du gouvernement, puisque pour une fois, on arrivait à faire parler beaucoup de monde sur le plateau de Saclay, ce qui a l'air d'être assez difficile. Et j'avoue que l'élan qui était donné à travers cet institut de convergence, c'était exactement cette idée d'être pluridisciplinaire.
Donc on travaille sur des projets à l'intérieur de cet institut, qui est un institut virtuel, qui certes a quelques locaux à l'INRIA, mais est avant tout un institut virtuel. On travaille sur des projets avec des chercheurs de différentes disciplines, qui sont reliés, qui ont monté un accord avec l'ensemble des partenaires. Ça a été l'occasion, avant cela, de travailler à l'ISN, l'Institut La Société Numérique, qui était aussi sur Paris-Saclay. Et j'avais travaillé, par exemple, avec des juristes sur la mémoire, les traces qu'on doit garder dans des robots, ce qui me semblait être un sujet intéressant si un jour on veut travailler sur la responsabilité qu'aurait la machine dans une interaction avec des humains. De son concepteur, bien entendu. J'ai aussi travaillé avec des sociologues de Télécom Paris sur d'autres choses qui étaient le biofeedback avec des objets Quantify Self. Donc on mettait un bracelet qui calculait le rythme cardiaque, la sudation de la peau, qui envoyait des informations à un robot qui parlait à une personne pendant un quiz pour bien voir cette boucle d'interaction qu'on peut avoir et se rendre compte qu'on est assez déstabilisé par le robot qui vous dit votre cœur s'accélère alors qu'il vous pose une question vous ne savez pas répondre. Donc, cette interaction avec les machines, on va la voir de multiples façons, et ce sujet donc m'intéresse depuis longtemps. Donc, l'équipe que j'anime porte sur les dimensions sociales et affectives dans les interactions parlées. Et je ne suis évidemment pas professeur de philosophie, vous l'avez bien compris, mais d'informatique et d'intelligence artificielle maintenant. Ça a été un mot qu'on abandonnait pendant longtemps, mais maintenant on est content de travailler sur ce sujet. Effectivement, je peux dire que je fais partie des gens qui ont travaillé depuis très longtemps sur les réseaux de neurones, puisque dans ma thèse en 92, je travaillais sur des systèmes hybrides neuronaux, des Time Delayed Neural Network, qui étaient déjà avec des couches cachées en plus grand nombre qu'une. Donc on était déjà sur du deep learning, si on veut, et avec un passage sur l'image qui était un spectrogramme, qui était en fait pas sur l'image entière, mais sur une de ses parties. Donc on était déjà sur du convolutionnel et du deep learning à cette époque, avec les travaux qui étaient faits dans la communauté par des Allemands, dont TDNN venait d'un laboratoire de Karlsruhe, de Alex Webel. Donc je travaille là-dessus en appliquant ces réseaux et ces méthodes hybrides avec des méthodes markoviennes à la parole, au traitement de la parole pour faire de la reconnaissance. Ensuite, je vais travailler sur la compréhension et les systèmes de dialogue et l'évaluation des systèmes de dialogue homme-machine. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la capacité de calcul à l'époque pour entraîner ces systèmes. Mes systèmes, ils mettaient 1 mois sur un VAX en Fortran. Vous voyez, donc on a beaucoup progressé. Par contre, vous allez voir que les concepts fondateurs sont à peu près les mêmes. J'ai toujours eu comme ligne rouge, si vous voulez, d'aller chercher des données dans la vie réelle. C'est ce qui me rapproche peut-être des sciences humaines. En premier, c'était refuser de travailler sur des corpus préenregistrés. Bon, à part pour ma thèse, j'avais travaillé sur des corpus de DARPA, donc de l'armée américaine, pour montrer des performances comparables à ceux qui travaillaient en compétition sur ces corpus. Mais j'ai après été chercher des données dans la santé, en enregistrant des gens qui avaient des phobies sociales avec des psychiatres. J'ai travaillé avec des centres de robotique pour travailler sur l'aide à la personne âgée dans son lieu de vie, etc. Donc c'est toujours un objectif qui m'amène assez vite à l'éthique. Pourquoi je passe à travailler sur les émotions ? Eh bien parce que je travaillais sur des call centers, sur des centres d'appel pour faire des systèmes de dialogue, et les gens appelaient ces systèmes et ils disaient « Ouais, ça marche pas !» Et là, le système disait « Veuillez répéter votre question ». Et donc, il semblait possible de faire mieux que cela. Du coup, j'essaie de travailler sur l'aspect paralinguistique, donc les signaux dans la voix. Et on travaille avec Ioana Vasilescu, qui est là, dans la salle, sur l'annotation de ces données, qui est complexe, sur la collecte de ces données, qui est complexe, pour essayer ensuite de travailler sur leur modélisation grâce à des systèmes d'apprentissage machine de tout acabit, puisqu'il y en a beaucoup. Donc, j'arrive. Porte suivante, c'est le jour où je commence à travailler sur l'utilisation de ces systèmes en expérimentation avec des personnes âgées, dans des EHPAD ou à l'hôpital Broca, avec un gérontologue très connu qui s'appelle Anne-Sophie Rigaud. Eh bien, je m'aperçois du fort pouvoir de manipulation. Vous me direz, on pouvait le deviner, mais là, je le quantifie.
Du coup, il est intéressant de regarder ces aspects éthiques. Et je m'implique auprès de la CERNA, qui est une commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en numérique qui dépend d'Alisten, sur différents sujets. L'éthique du chercheur en robotique, où je travaille sur l'affectif, l'apprentissage machine que je monte moi pour montrer les biais qu'on a dans ces apprentissages et l'éthique. Et en ce moment, on en a un qui est en cours, qui porte sur les chatbots, justement, les agents conversationnels et l'éthique, et également sur la représentation du genre à travers ces machines. Donc j'ai toujours eu ce désir de travailler en pluridisciplinarité. J'ai quitté Orsay pour avoir un poste de professeur à la Sorbonne, rejoignant une équipe de sociologues et le laboratoire du CNRS qui s'appelle le GEMAS. Et je n'ai pas trouvé un terreau facile en fait pour continuer mes recherches, donc je suis revenue à Orsay. J'ai beaucoup de travaux donc, avec des industriels en collectant des données de terrain pour travailler donc, justement sur des matériaux qui me semblaient le plus complexes possible. À travers cela, par exemple, je peux dire que dans les centres d'appel où j'ai fait des collectes de données, il y a un qui s'appelle le SAMU, où j'avais fait un accord avec des médecins du SAMU pour travailler sur les voies, non pas pour essayer de faire un système qui remplace l'humain, mais pour essayer de comprendre la complexité des émotions qu'on va trouver là en grand nombre. Eh bien, on peut avoir des émotions mélangées positives et négatives en même temps. C'est un sujet qui n'est pas exploité par les systèmes actuels, c'est-à-dire que vous êtes anxieux par rapport à quelqu'un qui tombe devant vous et en même temps on vous dit qu'on vient vous aider et dans la voix on va entendre les deux inflexions à la fois, que vous êtes soulagé parce qu'on vient vous aider et totalement anxieux de la situation. Et notre vie n'est que cela. Nous ne sommes pas neutres et d'un seul coup il nous arrive une émotion. Nous avons des émotions, des humeurs, des dispositions affectives et tout un tas de différents niveaux qui vont rentrer en compte. Et ce qu'on fait actuellement avec les systèmes de détection des émotions à travers la voix et l'aspect multimodal est très simpliste. Et je suis atterrée de voir qu'il n'y a aucune régulation autour de cela et que des startups viennent me voir en grand nombre pour avoir ces outils où maintenant on compris comment on allait faire d'ailleurs, comment elles devaient faire d'ailleurs. Donc je ne suis pas philosophe en éthique, mais j'ai décidé de m'intéresser à l'éthique appliquée. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a justement des discriminations, est-ce qu'il y a des usages non nécessaires qu'on pourrait éviter ? Que veut dire éthique by design ? Alors, je connais très bien les designers dont vous parlez, puisque j'ai été invitée à remettre un prix de design et d'intelligence artificielle l'année dernière. Et j'ai trouvé ça formidable, justement, ce travail commun entre des étudiants qui faisaient leur master de design et des étudiants qui étaient à Centrale, à Polytechnique, je ne sais où, et qui construisaient des projets innovants. On leur avait demandé ça, et là, j'ai adoré cette énergie que j'ai pu trouver à travers une foultitude de projets, dont un que je pourrais citer, qui était une tracer sur votre téléphone avec un logiciel d'où vient l'information. On sait qu'elle vient de quelque part. On fait une arborescence pour savoir qui l'a dit en premier, quel journal, quelle source. On pourrait imaginer des traces comme ça sur des systèmes que l'on visualise. Ça serait sûrement intéressant. Évidemment, pas parfait. Mais dans mon laboratoire, comme vous le savez, on travaille beaucoup sur le traitement automatique de la langue et avec des performances très acceptables pour de nombreux sujets. Donc il me semble intéressant de regarder dans ces directions et d'allier les forces à chaque fois. Et le design vient à la fois de cette étude de design. Ce qu'on entend par éthique by design, ça veut dire que dès le départ, dès lors qu'on va construire une machine ou un logiciel d'IA, et ça devrait être le cas pour tout d'ailleurs, on doit se poser ces questions de retombées, de conséquences et d'utilisation néfaste. C'est cela qu'on va retrouver dans les drafts de l'Europe, dans le rapport sur du HLEC, donc de la commission d'experts au haut niveau qui s'est réunie et qui a fait tout un tas de réglementations. Ils ont proposé un pilote et il y a un ensemble de ces parties et je vous montrerai ça à la fin. Bon, Paul Ricoeur, vous le connaissez très bien, je l'admire aussi. Voici la définition qu'il fait donc de l'éthique comme une discipline philosophique, pratique et normative visant à indiquer comment les êtres humains doivent se comporter envers ceux qui les entourent. Pour moi, c'est un équilibre entre bénéfices et risques, l'éthique appliquée. C'est-à-dire, un certain nombre de valeurs éthiques sont importantes et doivent émerger. La déontologie, la responsabilité des concepteurs.
Lorsque vous faites un système de reinforcement learning, si vous savez ce que c'est, d'apprentissage par renforcement, il y a un degré de liberté qu'a la machine. Et il me semble que lorsqu'on choisit les métriques qu'on utilise pour nourrir ce système qui va choisir et vérifier la récompense que vous allez donner, il y a là une façon de le modifier. Et vous êtes donc responsable de ce choix. Lorsque je m'intéresse à faire du deep learning ou des objectifs comme ça d'apprentissage machine assez compliqués, il faut se rendre compte qu'il y a une cuisine interne, je vais parler de cuisine, mais je pourrais être plus haut niveau, il y a un grand nombre de paramètres à régler, de choix de fonctions internes à donner, et cela est tout à fait invisible. On parle de boîte noire, mais on parle des données et de l'algorithme de la boîte noire, mais on ne parle pas de cette optimisation qui peut faire pencher la balance, puisque ce sont des systèmes qui sont quand même assez facilement déstabilisables. Et on le voit par la mauvaise utilisation, par des données en entrée qui ne seraient pas celles qu'on attendait. Donc il y a un grand nombre de responsabilités du concepteur. L'émancipation, la responsabilité des utilisateurs. Pourquoi on ne fait pas, pourquoi on n'a pas cette envie de donner aux personnes en face qui vont les utiliser, qui sont des citoyens, qui ne sont pas experts, qui n'ont pas les compétences pour décrypter forcément ce que fait la machine, pourquoi on ne leur donne pas à chaque fois la possibilité de comprendre plus ? Puisque ce sont des machines, on en fait ce qu'on veut. Et l'autre chose, c'est l'évaluation, la transparence, l'explicabilité, la loyauté, la discrimination des systèmes. Tout ça, c'est bien beau. On fait des rapports partout. Très peu d'outils encore. Très, très peu d'outils. Et je pense qu'il y a là une obligation que l'on doit avoir en tant que chercheur à être garant d'un certain nombre d'utilisations d'outils dans la société. On voit arriver des chatbots, tout un tas de choses qui ne sont pas du tout régulées, ni vérifiées, ni évaluées. Et on devrait s'attaquer à essayer de faire des objets de mesure qui puissent être utilisés par tout un grand nombre de différentes personnes, et notamment le citoyen également. La coévolution humain-machine, c'est ce qui me préoccupe depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est ? Donc ça a commencé dans l'ISN et dans Dataia, j'avais continué. C'est la distribution de l'intelligence et de l'agentivité entre les utilisateurs et les machines, à travers la robotique, les objets connectés, on va trouver cela, la maison intelligente. Cet apprentissage conjoint de l'humain et la machine, on a un projet avec Johanna, avec des chercheurs japonais et allemands sur ce sujet qu'on vient de soumettre à l'ANR. La machine va s'adapter à l'humain, posant des questions d'acceptabilité pour l'humain, de design d'interaction et d'éthique, mais l'humain va aussi s'adapter à la machine. De quelle façon ? Est-ce qu'on anticipe cela ? Et je pense qu'on n'anticipe pas assez à l'heure actuelle. C'est pour ça que l'IA, etc., et ça, je crois que ça remarche. Peut-être, oui. L'évolution, donc, on est en train de vivre en ce moment dans la société avec tous ces objets qui arrivent, nécessite une collaboration des acteurs STIC, SHS et médecins, etc., tout le long des projets, de leur conception à leur évaluation. Et c'est ça le by design. L'Internet des objets, il va y en avoir partout. Vous avez déjà, ou en 2020, 2021, on aura tous 6 objets connectés par foyer, la montre qui calcule si vous avez une hygiène sportive, le téléphone, vous l'avez déjà, la voiture sera connectée, ou elle l'est déjà d'une certaine manière, votre ordinateur, etc., etc., pourquoi pas vos vêtements, il y en aura énormément. L'intelligence artificielle, je ne vais pas revenir trop dessus, mais quand même, on essaie de mieux comprendre l'humain et de mettre en œuvre des systèmes. Effectivement, on entend parler d'IA forte et d'IA faible, l'IA forte étant une IA consciente, émotionnelle, etc. Autant vous dire que je monte en général au créneau en disant que c'est mon domaine de recherche et qu'on en est très loin. Les processus de pensée, la déduction, c'est ce qu'on faisait dans l'IA classique, en faisant des règles en prologue pour essayer d'avoir un niveau d'abstraction et de raisonnement sur un sujet. Et donc, on travaillait sans observation, sans expérience. On pouvait formuler quelque chose de totalement abstrait. La limite est que formuler ces règles, c'est lourd, long, et que ça change tout le temps. Notre monde étant dynamique, il est difficile de prévoir toujours tous les cas. L'induction, c'est le sens inverse. C'est là où l'IA en deep learning est très très puissante, puisque à partir des exemples, on va chercher des principes, sans savoir comment on fait. L'intentionnalité, appréhender des phénomènes, l'IA apprentissage par renforcement, permet de mêler à la fois des connaissances et du hasard.
On voit arriver des choses très intéressantes. Google Word de WEG, je ne sais pas si vous connaissez, fait de l'analogie. Donc si vous lui donnez plusieurs mots et des mots inconnus, il va pouvoir trouver les mots inconnus. Il y a encore des choses que la machine ne sait pas faire, heureusement. Dans cela, évidemment, beaucoup de choses. Mais ces derniers sujets, ces 3 derniers processus sont plus compliqués. La compréhension. La machine apprend sans rien comprendre. On a besoin du sens commun et du sens aussi viscéral, c'est-à-dire de compréhension par le toucher, par le corps des événements qui sont autour de nous. On ne se rend pas compte à quel point cela est vrai. Elle ne comprend pas ce qu'elle dit, la machine. Donc, il faut être conscient de ça. La synthèse a priori, donc c'est l'abstraction pure, type Galilée trouve des lois ou d'autres chercheurs extrêmement connus ont des fulgurances sans aucune possibilité d'expérimentation. La machine en est extrêmement loin. L'imagination. On nous parle aussi des machines qui savent imaginer. Pourquoi pas rêver, on entend un peu de tout. L'IA peut créer, mais elle est incapable d'expliquer ce qu'elle a créé. Et c'est à nouveau l'artiste qui doit avoir ce pouvoir, en utilisant une machine peut-être, de faire quelque chose de nouveau. Mais c'est lui qui décide quand c'est nouveau et qui peut expliquer ce qu'elle fait. Donc on a vu une première vague qui était des systèmes experts, une deuxième vague qui est l'apprentissage statistique. Nous sommes maintenant sur une troisième vague où on essaie de mettre de l'éthique dans les machines parce qu'elles apprennent sans comprendre et on va les utiliser pour prédire par exemple un cancer ou je ne sais quoi dans la société. Il faudra bien répondre. Quand la machine vous dira 75% de chance d'avoir un cancer de la peau grâce à ce grain de beauté X sur votre bras, vous direz qu'est-ce que je fais de 75% de chance ? Il va falloir apprendre cela. Pour revenir à la démystification de ce que sont les réseaux de neurones, que je connais bien, on a toujours une modélisation mathématique du neurone formel qui vient de 1943. Cette idée d'apprentissage qui vient de la règle de Hebb de 1949. Et comme je vous le disais avant, ce que je faisais en 92 pour ma thèse n'est pas si obsolète. Les intelligences, si on a comparé cela, pourquoi moi on m'a demandé la première fois de venir parler en public, c'est à cause du jeu de Go. Au moment du jeu de Go, on vient me demander est-ce que la machine ou l'homme va gagner à la télévision. Alors ça fait tout un tas de shows. Et là, j'entends des choses aberrantes autour de moi. Et j'ai l'impression qu'on a perdu contrôle à ce moment-là. Alors dans le monde asiatique, c'était aussi une énorme camouflée. Le jeu de Go est un jeu de prestige social. Or, si vous regardez la coïncidence avec l'argent mis par les Chinois, les Coréens et les Japonais, il y a quand même une sacrée coïncidence. Pour avoir discuté avec Google, avec quelqu'un qui travaillait chez Google DeepMind, qui était champion de Go, qui s'appelle Fanui, eh bien, il me disait, en fait, cette machine, j'ai vu les logs des meilleures parties, et les meilleures parties montraient qu'il allait beaucoup plus loin que moi dans l'arborescence des possibles. Et je lui ai demandé combien de coups, il m'a dit 63 coups. Alors que lui n'en faisait que 50, ce qui paraît, pour un humain, déjà une extrême d'importance. Pourquoi j'ai mis une pomme à côté ? On tend à nous faire croire qu'en recopiant le cerveau d'un humain sur une machine, on pourrait avoir des capacités de l'ordre de l'intelligence humaine. Or, sans corps, moi je suis des personnes qui suivent les travaux de Damasio, qui d'ailleurs travaille sur les émotions, sans corps, sans émotion, sans phénoménologie, sans compréhension de l'univers dans lequel on est, on n'est pas intelligent. On va créer quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'intelligence humaine, qui est autre chose. Et le goût de la pomme est donc vraiment quelque chose qui est inconnu, les goûts pour les machines. Elles ont des connaissances encyclopédiques sur ces sujets, mais aucune connaissance pratique. Quand Google dit qu'il connaît les chats, il connaît des images de chats, il ne sait pas que le chat, ça griffe, ça ronronne, etc. En ce moment, le langage processing a fait une avancée notable et on voit que tous les grands géants du net sont sur ces créneaux, avec un niveau de sécurité et de confidentialité qui fait souvent défaut. Pourquoi ? En 2017, alors que la reconnaissance de la parole, c'était quelque chose qui donnait des erreurs sur le spontané de 25% pendant 20 ans, eh bien, à peu près en 2017, en utilisant ces technologies de deep learning, on est capable d'être au niveau de la traduction en mots du signal sonore au niveau de l'humain. Évidemment pas en cas de bruit énorme, etc. Mais bon, que fait Alexa et Google Home avec nos données privées ? Voilà, on a vu quelques scandales. Qu'est-ce que le sens commun pour eux ? Eh bien, Bloomberg révélait que des milliers d'employés d'Amazon écoutaient les dialogues avec Alexa. Et Alexa disait, bon ben voilà, mais vous pouvez éviter ça sur votre engin que vous avez chez vous, mais dans ce cas-là, ça marchera beaucoup moins bien pour vous. Voilà. Et Amazon essaie d'utiliser ces conversations pour améliorer Alexa. Donc on voit arriver ce monde partout d'objets, d'enceintes vocales qui sont chez vous et qui sont là pour écouter toutes les conversations si
les géants derrière le veulent. Alors, jusqu'à présent, c'était de la science-fiction. Dans le film Her, on le voyait très bien, et il y avait un moment terrible dans le film qui était assez intense, qui est le moment où le personnage qui est amoureux de cette voix et de cette présence, hein, c'est une présence avant tout, eh bien, c'est le moment où il se rend compte qu'elle est en train de parler, elle est amoureuse à X milliers d'autres personnes. Dans la science-fiction, on va trouver énormément de choses autour de l'affect. Alors, sur les agents conversationnels 2D, 3D, bon, déjà, qu'est-ce qu'un chatbot? Un agent conversationnel, c'est une machine qui comporte plusieurs modules: capture du signal, reconnaissance de la parole, puis l'analyse sémantique et la gestion du dialogue, et enfin la génération de la réponse et la synthèse de la parole. Et déjà en 1966, ELIZA, qui est le premier système qui était écrit par Joseph Weizenbaum du MIT, était extrêmement intéressant. Il reprenait juste avec des modèles de Markov les mots que la personne avait prononcés pour renverser sous forme de questions qui laissaient entendre à la personne qu'elle était comprise. Et donc une certaine forme d'intelligence déjà. Et Weizenbaum passe le reste de sa vie à dire attention, 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 nous pouvons tromper facilement les humains. Donc, on essaie de construire des systèmes empathiques, ça veut dire détecter les émotions, comprendre les états mentaux de l'autre, sur la théorie de l'esprit. Je ne vais pas rentrer dans les détails des théories, j'essaie de vous montrer un peu ce qui m'amène à l'éthique. Et en tout cas, même si mes collègues japonais à l'heure actuelle cherchent à mettre de l'homéostasie et du plaisir et de la douleur simulés dans des machines, dans des robots, évidemment, ce ne sont que des simulations. On aura, alors ils ont une peau siliconée et chaude avec plein de capteurs dessous. Et quand on tapote sur la fonction, et lorsque vous la caressez, ça donne d'autres signaux. Et dans la vidéo du japonais, il arrivait avec un énorme marteau sur la peau siliconée d'une poupée. Et là, j'ai dit, ne le passez pas en Europe. Donc, la conscience et l'intelligence émotionnelle. Donc ce sont des dimensions qui sont très propres à l'humain, dimensions qui sont liées au langage, à la relation aux autres, à la connaissance de soi, la maîtrise des émotions. Les machines, évidemment, n'ont rien à voir avec tout cela. Elles savent faire quoi? L'affective computing, dont j'ai utilisé les premiers travaux dans ce que j'ai fait, puisque moi j'ai commencé en 2000, et en 97, ça émergeait au MIT, encore une fois, au Massachusetts Institute of Technology, dans le terme de la discipline était affective computing. C'était 3 grandes technologies: détecter les émotions ou les affects dans le comportement des humains, que ce soit à travers la voix, le visage, les gestes ou les actions, et essayer de les comprendre et raisonner dessus, et puis générer des phrases en « vous êtes formidable », vous écoutez ce que je dis, c'est super, formidable. Les émotions influencent énormément. Elles influencent la perception, l'attention, la mémoire, le jugement moral, les prises de décision. On n'est pas rationnel sans être émotionnel, nous dit Antonio Damasio, qui est extrêmement intéressant. On va les représenter sur machine de façon très appauvrie, soit par des labels sémantiques, en disant ça c'est la colère, c'est la peur, en joignant un signal, un morceau de signal ou une petite vidéo en disant là la personne a peur, là la personne est en colère. Ou alors par des dimensions. Le plus intéressant est sûrement le modèle dynamique proposé par Klaus Scherer, qui est un psychologue genevois et qui a travaillé avec nous dans le réseau d'excellence humaine. Parce que j'ai eu la chance, en fait, en 2004, d'être dans un réseau d'excellence européen qui a dynamisé, qui a fait émerger ce domaine et qui maintenant contient un grand nombre de conférences, journaux, etc. et activités. Et donc Klaus Scherer dit que c'est en fait un processus émotionnel et dynamique, qui a une évaluation de la situation à plein de niveaux différents, et derrière des réponses qui sont physiologiques, comportementales, expressives, cognitives, et un sentiment qui est caché. Quand on dit on détecte les émotions, on ne détecte que l'expressivité. Et bien sûr, il est aussi dans cet paradigme très intéressant du modèle push-pull, qui est que vous ressentez quelque chose, mais vous êtes dans une situation d'interaction particulière. Par exemple, quelqu'un dans le Japon, devant son supérieur hiérarchique, qui lui demande de faire quelque chose, et la personne qui masque en fait ce qu'elle pense et va répondre d'une certaine manière. Il se trouve qu'au Japon, il y a une espèce de rictus pour dire qu'on va suivre ce que dit la personne, mais qu'on n'est pas d'accord. Qu'on n'a pas nous.
Les signaux émotionnels, vous voyez, donc dans l'audio, dans le visage, à travers tous ces capteurs, les montres, etc., on peut aller les chercher de multiples manières. Il n'y a pas de ground truth, il n'y a pas de vérité sur quelqu'un. Les gens sont différents. Moi, j'ai vu même avec les informations donc, physiologiques que quelqu'un peut être très entraîné en fait, à réguler son cœur s'il fait beaucoup de sport, et ça va différencier pas mal les choses. On crée des systèmes de dialogue autour de ces sujets de détection des émotions, de la parole, pour répondre à quelqu'un et le mettre dans une situation qui nous met à nouveau dans cette situation réaliste où on peut capturer des données intéressantes. Et puis surtout, j'avais mis en avant qu'on pouvait calculer un profil émotionnel de la personne et s'en servir pour piloter le dialogue. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire ça, j'ai dit qu'il fallait contrôler cela. Je suis sensible aux émotions que tu exprimes dans la voix. Grâce à elles, je peux déterminer progressivement ton profil émotionnel et adapter mon comportement. Plus tu me parleras, et plus le profil se stabilisera. D'accord, mais c'est une bonne nouvelle, ça, Nao. Tu as l'air assez sûr de toi, globalement assez satisfait, assez expansif, et tu as l'air assez posé, j'adopte donc un comportement amical. Tu as l'air peu sûr de toi, globalement très insatisfait, très réservé, et tu as l'air très posé, j'adopte donc un comportement directif. D'accord. En situation réelle, Nao ne décrira pas à haute voix son analyse. C'est son profil Il ne caché. le fait bien sûr que pour les... Donc on joue. Travaille sur ces objectifs d'aider les personnes âgées à rester chez elles. Et donc, on essaie de comprendre l'interaction avec ces robots, comment les rendre plus agréables, tout en étant dans une capacité, en laissant la capacité à l'humain de comprendre qu'il est face à une machine. Donc, je ne vous ai pas amené... Qui montre aussi la difficulté que ces machines aussi puissent reconnaître des voix âgées, parce qu'en fait, en général, les industriels s'intéressent au mainstream, donc ils vont faire des systèmes qui marcheront bien pour les gens qui n'en ont pas besoin, et puis les gens qui en auraient besoin, qui seraient isolés, eux, ça marcherait beaucoup moins bien. Alors, je voulais vous montrer ça. C'est fait par des collègues donc, à l'Institute for Creative Technologies. C'est Sim Sensei, un Virtual Human for Healthcare Support. Et je pense qu'il pose quelques questions éthiques. Donc, il va traquer chez l'individu énormément d'indices. Audio, multimodaux. Hi, I'm Ellie. Thanks for coming in today. I was created to talk to people in a safe and secure environment. I'm not a therapist, but I'm here to learn about people and would love to learn about you. I'll ask a few questions to get us started. And please feel free to tell me anything. Your answers are totally confidential. Are you okay with this? Yes. So, Il a how pas are sûr you doing today? l'air sûr de lui si on regarde tous les capteurs. I'm doing well. That's good. Where are you from originally? I'm from Los Angeles. Oh, I'm from LA myself. Trop facile de tricher comme ça, sans rien When was comprendre. the last time you felt really happy? When was the last time? Donc imaginez des RH qui fassent Mhm. passer comme ça des entretiens à distance. C'est formidable, c'est déjà I don't utilisé know. dans une partie du monde. Yeah, I'm not someone who's really like. I don't have any real highs. I feel like I'm a level person. It's just happy. Et en fait, c'est ça que je voudrais vous montrer. C'est que la précision de la machine, là, on n'en est pas guess encore to à answer une your précision question- extrême. Mais la précision de la machine va être terrible. Dans quelques années, elle va être terrible. Et donc, les machines seront meilleures que nous pour décrypter les signaux émotionnels. Le mensonge, par exemple. Le mensonge, il y a un projet européen qui s'appelle iBorder, qui est développé avec Paul Ekman, qui est aussi quelqu'un de très connu sur la détection des émotions sur les visages. Eh bien, Paul Ekman a mis en avant qu'on a des micro-expressions. En fait, il y a des muscles qu'on ne sait pas diriger. Et du coup, ces micro-expressions peuvent être décelées très bien par la machine. Vous ne pourrez pas mentir, vous ne pourrez pas empêcher cela. On a le sourire de Duchenne, par exemple, le vrai sourire, où on a les zygomatiques et en même temps des rides au niveau des yeux qui se plissent. Et on parle souvent du pan-American sourire, loft, qui est en fait de n'avoir que le bas du visage qui joue. Et donc, ce n'est pas un vrai sourire, un sourire social. Et donc, grâce à ces systèmes qui seraient hyper performants, qu'est-ce qu'on va perdre en contrôle, nous? C'est vraiment une question à se poser. Et lorsque les gens veulent annoter ces informations sur le micro-mensonge, ils sont obligés de ralentir la vidéo pour regarder est-ce qu'il y a des indices ou pas. D'accord ? Donc si demain les machines sont meilleures que nous pour ces situations-là, ça va poser quelques soucis dans beaucoup d'utilisations.
de croire à une affection quelconque. La montre de notre grand-père, etc. Ce sont des objets. Les machines qui nous répondent avec des émotions en nous disant qu'on est formidable, alors qu'on vit tout seul, qu'on est éloigné de tous, qu'on est dans une dépression, je pense qu'elles auront un fort pouvoir sur nous. On l'a vu avec même des aspirateurs autonomes, avec des robots démineurs dans l'armée où les gens s'attachaient, faisaient des vrais cas de... Les robots démineurs, c'est le mot téléopéré, ils ne sont pas du tout avec de l'IA dedans, ou très peu, et en fait ils sautent sur les mines, donc ils sont très utiles. Et quand la machine est cassée, il y a eu des simulacres d'enterrement, de médailles de guerre, etc. Et donc d'affectifs. Quand on va chez Darty demander comment ça se passe avec des robots ménagers, les gens leur donnent des noms et quand le robot il est cassé, ils veulent le même parce qu'ils connaissent la maison. Il y a des choses comme ça que l'on peut entendre. Donc l'affectif pour les machines, ce n'est pas juste un fantasme, c'est une réalité. Le constat, c'est qu'on projette des comportements réservés aux humains sur ces machines. Et ça a été théorisé très bien par quelqu'un que je connaissais par un projet qui s'appelle Reeves et Nass. Donc c'est deux chercheurs de Stanford qui ont parlé de la média équation dès 1996, alors qu'on faisait du dialogue homme-machine qui n'était pas du tout dans une forme robotique. Donc, attention à ces dérives, notamment sur la récupération de données privées sensibles, l'influence en psychologie et l'influence pour nous faire acheter les choses. Regardez cela, vous l'avez vu la vidéo, je ne vous la passe pas. Tout le monde est en empathie pour ce pauvre robot qui se fait malmener, à moins qu'on le connaisse bien le truc et qu'on se dise, bon, mais voilà. Je vous montre cela. C'est au Japon. Vous savez tous qu'on a maintenant dans les foyers, c'est en train d'émerger, c'est pas cher, des Google Home ou des Alexa Amazon. Moi, j'en ai 2 pour jouer avec. Au Japon, on a ceci. Ça s'appelle Getbox. L'hologramme. Donc, il y a un personnage avec un hologramme qui parle à quelqu'un, qui dialogue avec lui chez lui. Il faut le voir une fois. Donc la chose, là, l'organisme artificiel, remplace une femme à la maison, petite amie. Parce que même quand il n'est plus là, elle continue à envoyer des textos. Cet objet est déjà vendu au Japon. Il n'est pas cher. Et d'après ce que j'ai lu dernièrement, il est connecté à votre dossier médical, ce qui permet d'être plus précis dans les suggestions à la maison. Et donc, c'est terrible de voir l'isolement de la personne qui attend et qui va dire à la fin « quelqu'un pour moi, chez moi ». Donc, cette espèce d'isolement qui peut paraître étrange pour nous, pour le monde asiatique, n'est pas si étrange. Mais quelles vont être les répercussions? C'est ça que je pose comme question. On a vu les Tamagotchi pour les enfants, c'est une espèce de Tamagotchi pour adultes, ou les robots sexuels, voilà, tout ça est en train de démarrer. Mais quelles sont les places que vont prendre ces différents objets dans notre quotidien? Comment ça va influencer dans le rôle de la famille, de la société? Si on s'isole trop les uns des autres, est-ce qu'on a beaucoup de risques? Somebody's home for me, vous voyez? Bon. La vallée de l'étrange, Masahiro Mori, qui est un japonais qui en 93 théorise ou trouve en tout cas cette histoire de courbe de la vallée de l'étrange. C'est pas une théorie qui est acceptée par tout le monde, mais c'était l'idée que il fallait construire des robots humanoïdes les plus proches de nous jusqu'à un certain point. Puisque si c'est trop proche de nous, eh bien, il y aura des indices qui vont montrer une dissonance quelque part, et du coup, on va les rejeter. Donc les industriels se débrouillent pour être sur le début de la première courbe, alors que, en Europe en tout cas, alors qu'au Japon, ça ne les gêne pas du tout. Et je pense qu'ils sont déjà sur une proximité beaucoup plus forte. On le voit avec le clone, le géminoïde, le jumeau robotique du professeur Ishiguro. Et il y en a d'autres qui ont suivi. Donc il y a cette tendance à vouloir reproduire l'humain. Et je pense qu'il y a un marché qui est la robotique sexuelle qui est vraiment en train de monter. Le nudge, voilà, je me suis intéressée à cela et c'est les derniers projets porte là-dessus. C'est un projet d'Ataya, donc qui est financé par l'Institut de convergence d'Ataya et qui est fondé sur la chose suivante. Donc, comme je vous l'ai dit, ces systèmes peuvent nous manipuler. Mais comment vont-ils nous manipuler? Par le langage? Est-ce qu'on peut faire des recherches là-dessus? Qu'est-ce que va donner une voix très agréable? Comment ça va se manifester? Donc, le nudge, d'abord, c'est une méthode destinée à orienter les comportements sans jamais contraindre ni culpabiliser les individus. Ça vient des théories de Richard Thaler, prix Nobel d'économie en 2017, qui a travaillé sur l'économie comportementale.
Les systèmes seront-ils demain conçus pour inciter les utilisateurs à changer leur comportement pour leur avantage personnel? Normalement, le nudge, c'est par exemple pour sa santé. On voit des effets bénéfiques à faire marcher les personnes âgées, elles prennent moins de médicaments, etc. Ou au profit de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on va récupérer des données privées, l'intimité de la personne? Sur l'intimité, il y a un énorme travail à faire. Cette manipulation douce, à travers des actions suggérées, peuvent nous aller assez loin dans la manipulation de l'humain. Et pour cela, on travaille avec des économistes et des juristes et des linguistes. Les nudges utilisent nos biais cognitifs et notre façon irrationnelle de prendre des décisions. Nos capacités cognitives sont limitées, nous manquons de maîtrise de nous-mêmes, nous agissons émotionnellement, nous agissons par conformité, nous agissons par paresse. Quand on a décidé déjà d'aller dans une direction, rarement on est capable de faire demi-tour en se disant on s'est vraiment trompé depuis le début. Il y a une foultitude de biais qui sont à répertorier. Et on peut très bien imaginer ce nudging là dans mon Google Home, capable de m'encourager à acheter, d'influencer mon comportement pour voter, pour je ne sais quoi. Donc les biais de Kahneman sont répertoriés. Alors, pourquoi ça m'interpelle encore plus? Kahneman parle déjà, il est prix Nobel aussi en sciences économiques en 2002, avec son livre et ses travaux sur les systèmes 1, système 2, qui est donc système 1 d'être rationnel et de travailler sur une conscience rationnelle, système 2 d'être plus sur l'intuition. Et donc, nous sommes attentifs, percevons, décidons et mémorisons avec toutes ces distorsions de choix. Et on est conscient de 5% en fait de ce que fait notre cerveau. La conscience qu'on découvre grâce aux neurosciences, qu'on décide, dans notre cerveau, on peut trouver des marqueurs de décision de quelque chose, tourner à droite, à gauche ou faire un geste avant même qu'on en soit conscient. Ce qui laisse une grande opportunité à la machine pour nous manipuler. Donc les exemples de biais d'attention, perception influencée par ses centres d'intérêt, ancrage mental, l'influence laissée par la première impression, vont être énormément utilisés par ces objets s'ils ont des intentions de nous vendre des choses. Donc ces 3 livres que je conseille, en tout cas le Nudge, l'intelligence émotionnelle de Damasio et celui de Kahneman, mais je pense que vous connaissez tous cela. Coévolution humain-machine, il y a énormément, à mon avis, de risques, de défis éthiques en tout cas. La déshumanisation, l'isolement, la dépendance, on l'a vu à travers des objets ou des dépendances à des outils. Les enfants sautent trop sur les écrans, on le sait. Les chatbots à voix humaine, les robots géminoïdes, trop proches de nous. Où est la frontière avec l'humain? La représentation des femmes, dont je vais parler après. Le contrôle des machines auto-apprenantes, taille de Microsoft, c'était une machine qui avait appris toute seule un langage en interaction avec les humains et qui s'est mis à débiter des sornettes. Comment on gère cela? La machine plus intelligente que l'humain, je pense qu'il faut garder conscience qu'il faut douter, malgré ce qu'on entend dans les médias. La surveillance en contenu et le recueil de données sont des vrais sujets sur le droit, le retrait, l'annulation, et les dilemmes éthiques qui sont peut-être effectivement inutiles à regarder et qui, en tout cas, j'en parlerai un petit peu. Donc sur la taille de Microsoft, ce système, c'est du reinforcement learning. Donc les métriques qui sont données, c'est on va récupérer le langage qui correspond à faire parler les gens. Donc en gros, cette machine a découvert toute seule, voilà, ça c'est la découverte machine, que quand on parlait de choses non politiquement correctes, ça faisait parler les gens. Formidable. Et à partir de ce constat, elle va augmenter son lexique de tas de mots non souhaitables, à la fois nazis et des intentions qui étaient celles qu'avaient données les internautes, qui sont des internautes qui ne sont pas les gens lambda, qui ont décidé de pirater ce système. La représentation des femmes en IA. Alors je voudrais vous alerter sur ce macro-problème, qui est que 80% des codeurs ou des gens qui travaillent dans ces systèmes d'IA sont des hommes. Et 80% des systèmes qui viennent vous parler, qui ont des apparences, sont souvent féminisés. Donc les prénoms, Alexa, Sophia, etc. Sophia, ce robot d'Hanson Robotics qui est là-haut, qui s'est exprimé à l'ONU en disant je suis là pour aider l'humanité. Bon, je suis désolée, c'est monsieur Hanson Robotics qui était là derrière la machine à peu près, puisque c'est absolument pas intelligent et que c'était prescripté. Et ce robot est devenu donc citoyen d'Arabie Saoudite. Voilà, ça vous en dit beaucoup aussi sur la publicité qu'on peut faire avec ce genre d'objet. Je sais que c'est pas notre problème en tant que chercheur, mais c'est un tout petit peu notre problème quand même, parce que qui se préoccupe de cette représentation des femmes dans les machines? On en fait des objets qui sont serviles, assistants, voire robots sexuels, et qu'on peut éteindre avec un gros bouton rouge.
Donc, il serait utile de pouvoir mélanger les rôles et que l'IA nous serve au moins à ne pas renforcer les stéréotypes, mais à nous aider à en sortir, puisqu'on peut quantifier les choses. Voilà. Quelques principes éthiques qui sont importants. Le fait d'aller dans le sens du bien-être des gens, préserver la dignité et l'écologie de la planète pourrait être aussi quelque chose qu'on fait avec de l'IA. La non-malveillance sur la sécurité des données, la privacy, l'autonomie, le pouvoir de décider à partir de quand on aura des choses. J'ai entendu des gens qui disaient, voilà, un système éthique, c'est un système que quelqu'un va utiliser et ne se rend pas compte qu'il y a un système. C'est tout sauf éthique, ça. C'est-à-dire qu'on n'a même plus la possibilité de voir la transparence de cet objet, ce qu'il fait vraiment. Donc la justice, il y a des tas de sujets, de biais, je pense que je ne vais pas vous reparler de ça, qui montrent qu'effectivement, si on l'utilise sans se préoccuper des données, sans se préoccuper d'un certain nombre de frontières qu'il ne faut pas dépasser, sans se préoccuper de vérifier ce qu'apprend la machine, qui va être de plus en plus en fait une machine qui apprend dans l'interaction de notre vie, eh bien, on va aller vers des choses qui sont peu souhaitables. Il est aussi utile de se rendre compte qu'on a besoin de préserver les communs dans la société, c'est-à-dire nos valeurs communes, sociales. L'assurance en fait partie, c'est un exemple. J'ai appris récemment d'ailleurs que les assurances, on pouvait payer moins cher pour une assurance si on embarque une petite caméra, vous voyez, pour regarder ce que font les autres autour. Ça m'a stupéfaite. Donc ce genre de choses vont arriver, comme l'entrée dans Paris va bientôt peut-être être payante pour les non-parisiens. Tout est en place pour le faire. Donc je ne sais pas s'il y a un moment donné, il n'y a pas une gouvernance à avoir sur ce genre de choses. Pour avoir été au plus près du gouvernement sur ces sujets, j'ai pas vu encore beaucoup de désir d'empêcher le libéralisme total de déploiement de ces objets. Je vais revenir au dilemme moral, parce que je trouve ça amusant, le dilemme moral dans la voiture. Le MIT Moral Machine, c'est un jouet. Je ne comprends pas qu'on en parle autant dans les publications, dans Nature par exemple. Donc, ça fait aller beaucoup trop loin dans un univers qui est stupide. Alors, je vais vous faire la stupidité faite avec un exemple. Donc, j'ai ce problème de savoir si je tue des gens en face, si je tue les gens dans la voiture. Et donc, j'imagine que selon une éthique de la vertu d'Aristote, ici l'abnégation, on sacrifie le passager. Ben, j'ai des étudiants, je leur fais passer des tests. Il y en a beaucoup qui veulent se sacrifier si en face ils ont des bébés, tout ça. C'est très bien. Mais bon, je pense qu'aucune voiture va avoir ce genre de morale à l'intérieur. Selon une éthique déontique, qu'est-ce que c'est? Suivre les règles. Or, le respect du code de la route fait qu'on va sacrifier des enfants s'ils ne sont pas dans les clous. Personne ne va acheter ça non plus. Une éthique conséquentialiste qui serait de sauvegarder le maximum d'années de vie, de mois, etc., c'est aussi quelque chose dans l'instantané est quasiment impossible. Je pense que la seule façon de faire serait le hasard, pour qu'en plus la machine n'ait pas une responsabilité dans l'affaire. Voilà. Il y a énormément de rapports sur l'éthique, énormément et c'est très bien. J'en citerai quelques-uns. Dans le HLEG, là, on travaille sur le HLEG Pilote 2019. Donc j'ai 2 slides après là-dessus, quelques-unes. Le Canada, je suis très proche aussi des Canadiens qui ont fait cette déclaration pour une IA responsable et de confiance. Les 23 principes d'Asilomar qui viennent de la Future of Life Institute étaient déjà excellents. Ils ont été co-signés par 5000 personnes, chercheurs et grandes entreprises. J'ai participé au I3E Global Initiative for Ethical Consideration in Artificial Intelligence and Autonomous Systems, notamment sur Affective Computing, avec Rosalind Picard et les gens qui étaient à l'initiative de ces sujets. Et après, je me suis impliquée j'ai été impliquée pendant un an sur les normes et standards dans un groupe I3E sur le nudging. C'est pas facile, hein. Donc, c'est vraiment des sujets qui sont extrêmement complexes. Dès lors qu'on va voir sur les normes et standards ce qu'on peut faire, c'est un boulot de titan pour arriver à définir les choses, connaissant tous les normes ISO, AFNOR qui sont autour. Bon là, il n'y en a pas beaucoup, ça tombe bien sur l'IA, c'est assez vide. Mais il va falloir aller dans ce sens-là. Pour avoir été dans Data IA, on a une collaboration avec le Japon, avec les États-Unis, avec l'Angleterre. On a à chaque fois regardé ce qu'ils faisaient. Effectivement, il y a la même chose au Japon, donc des guidelines sur
les dimensions éthiques. On a à peu près les mêmes choses un peu partout. Les Allemands, que je vais voir juste après vous avoir parlé au Cap Digital, ont aussi sorti beaucoup de choses avec beaucoup plus de normes, enfin d'idées de régulation fortes qui a l'air d'inquiéter l'industrie en Allemagne. Moi, j'ai essayé d'aider Cédric Villani aussi dans le rapport qu'il a fait sur AI for Humanity. Donc j'étais là pour cette première séance et la deuxième qui était le GFI. Et enfin, on peut dire que les GAFA, Batix, etc., je ne sais pas s'il y a les Chinois d'ailleurs dedans, je ne pense pas, les industries leaders se mettent ensemble pour faire un partnership en AI qui semblerait avoir des buts un peu différents. À la CERNA, on a travaillé sur beaucoup de rapports, la ressemblance au vivant, la frontière vivant-artefact, les études des effets, l'interaction enfant-robot. Ne pas mettre un robot avec un enfant trop longtemps quand il est jeune. Il est en train de mettre en place son système émotionnel et social. Et du coup, c'est important. Les machines apprenantes, j'ai fait vraiment un truc là-dessus, parce que quand la machine comme taille apprend au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on fait pour réguler ça? Comment? D'abord, il faudrait déjà être au courant que la machine peut s'adapter. Elle peut s'adapter à notre ton de voix, c'est autre chose que d'augmenter son langage, d'augmenter certaines capacités. Donc, il y a, de la même façon, quand on parle d'autonomie, on a parlé de rien, il faut parler des 5 niveaux d'autonomie. De la même façon, lorsqu'on va parler donc d'apprentissage et d'adaptation, il est nécessaire de préciser, évidemment, quand on travaille scientifiquement sur ces sujets, on sait que c'est plus précis que cela. Mais au niveau des politiques, on a un langage qui est quand même très métaphorique. Les enjeux éthiques des machines autonomes à travers I3E, j'aimais bien les 4 leviers importants qui étaient bien avant. Éduquer tout le monde et les gouvernants également. Expliciter des règles éthiques, mettre en œuvre des outils, avoir un ensemble de réglementations juridiques. Et donc j'anime avec Gilles Dewec de l'ENS un groupe de travail au Hub Francia où on a en face de nous un ensemble d'industriels, SME et des corporates, donc dans la banque, le transport, la RH, l'assurance. Et on se pose des questions sur l'éthique. Ont-ils besoin... Est-ce qu'ils ont des questionnements? Alors, ils en avaient sur la RGPD, mais ce n'est pas notre groupe. Nous, c'est vraiment sur quelles sont les conditions pour mettre en jeu l'éthique. Et donc, on s'appuie sur le rapport qui a été produit par l'Europe, qui propose 7 piliers qui sont liés donc aux droits humains, à la robustesse, la cybersécurité, la privacy des données, la transparence, la diversité, non-discrimination et fairness, l'environnement social et l'environnement écologique et le bien-être et la responsabilité. Ces sujets sont mal présentés mais sont extrêmement importants à regarder. Donc on fait tout un travail de relecture de toutes ces questions avec un ensemble d'industriels pour mutualiser la compréhension, les risques, aller trop loin dans les normes qui seraient embarrassantes pour tout le monde. Mais derrière tout ça, je ne vois personne faire des outils, des mesures, proposer des protocoles vraiment. Quand j'ai demandé à Thales, qui a quand même ce projet AI for You, n'est-ce pas, 80 sites en Europe, j'ai dit, est-ce que vous allez faire des outils? Ils m'ont dit, ah, c'est pas du tout le sujet. Ah bon? Je pensais qu'il y avait donc un apport de faire ce genre de choses pour être justement à beaucoup, pour essayer de mettre ensemble de la pluridisciplinarité, de l'intelligence de tout ordre, et des gens qui sont capables de faire de computer science pour aller vers des règles, des outils qui ne soient pas de la réglementation juridique, qui soient de l'aide à la compréhension de ce qui est en train de se passer sur les biais des datas, sur la discrimination, sur la robustesse. On a besoin d'audits à long terme, de contrôler. Et je pense que je finis avec juste le GFI pour vous indiquer ce qui s'est passé si vous n'étiez pas là. C'était le 28, 29, 30 octobre à Paris. C'était le premier forum international pluridisciplinaire. Le prochain sera à Montréal. Et c'était l'idée de mettre le progrès de l'IA en lumière avec l'idée de bénéfice de l'humanité. Et donc, on a eu plusieurs workshops. J'en ai animé un qui était vraiment plutôt sciences dures sur Human-Machine Co-Creation, Co-Learning et Co-Adaptation, où on avait invité beaucoup de nos collègues japonais et allemands qui sont très forts dans cette symbiose humain-machine et qui vont très loin. Et on a posé des questions d'éthique. Mais il y avait aussi un apport sur le Digital Humanities par Alexandre Greffen, donc le workshop 2, qui était extrêmement intéressant, et puis celui-ci sur Rethinking Cultural Ethical Issues in AI, que menait Raja Chatila. Les autres AI Commons for Humanity étaient aussi extrêmement intéressants, donc j'aurais voulu suivre les tous, mais j'en ai suivi un, celui qu'on avait organisé. Je pense que c'est excellent de continuer à avoir ce genre de démarche au plus haut niveau international. Ensuite, les 2 derniers jours étaient sur
Voilà, Trustworthy AI, Data Governance, Future of Work, Delegation. Et j'ai participé, et ce sont les slides que je vous ai montrés au début, à AI and Human Values, Inequalities, Bias, Fairness, Representation of Minorities, Gender Balance. On a monté une coopération globale entre nos disciplines au niveau international. Merci. Bien, merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à Paola Tubarro. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir deux réflexions qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est que quand on entend votre exposé, on mesure qu'il faut que les disciplines des sciences humaines et des sciences sociales, le cœur de ces disciplines, s'investissent sur ces questions, parce qu'on ne peut pas attendre de Thalès qu'elle s'occupe de ces questions. Je vous donnerai deux exemples. La première, c'est quand le droit pose, et bien avant l'intelligence artificielle, sur les questions du travail, que des dispositifs impersonnels ne peuvent pas juger de décisions entre des humains, ne peuvent pas interclasser des humains. Je pense aux discussions qu'avait, par exemple, Alain Suppiot en son temps, et aujourd'hui encore, sur le droit du travail, le droit en général. Et là, on s'appuie non pas sur la force du MIT, mais sur celle du socle du droit romain, si on peut dire. Et puis, deuxièmement, à propos des fameuses voitures qui hésitent et s'il faut demander aux gens si les passagers, je pensais à cette parole de Lévinas qui dit j'ai un prochain, mais le prochain de mon prochain est aussi mon prochain. Et donc, on passe de l'éthique à la justice. Et en passant de l'éthique à la justice, on passe à l'État, on passe à la politique. Ce qui veut dire que les sciences politiques doivent aussi, le droit, les sciences politiques, la philosophie, doivent entrer dans ces arènes. Je ne vais pas faire de commentaires plus longs, c'est maintenant à Paola Tubarro, mais je ne pouvais pas ne pas réagir, je n'ai pas pu... Et vous avez raison, et je suis tout à fait... Voilà, Paola, je t'en prie. Merci. Merci donc, Laurence, de cette belle présentation. Moi, je voudrais revenir sur deux points principaux pour enfoncer le clou davantage s'il est nécessaire. L'interdisciplinarité que tu as bien mise en évidence et puis l'éthique. L'interdisciplinarité est absolument claire. Laurence est allée chercher des collaborations avec des linguistes, des sociologues, des juristes, des économistes. Je ne sais pas si je les ai tous nommés, mais quand même, ça fait, voilà, ça fait beaucoup de gens. Et elle a bien montré comment ces collaborations étaient importantes pour mener à bien ces travaux. Moi, je me trouve dans une position assez symétrique par rapport à celle de Laurence, parce que moi, je suis sociologue et dans un laboratoire d'informatique, donc je fais quelque part le cheminement à l'inverse, en allant vers les informaticiens. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être très enrichissant, qui peut faire affiner, qui peut nous permettre d'affiner nos questionnements, nos projets de recherche et nous mener à des résultats plus forts et plus puissants au niveau de leurs implications scientifiques et sociétales, au-delà de ce qui peut être... Et je parle du point de vue des sciences sociales, de ce qui peut être l'intérêt de s'approprier des nouvelles données ou des nouvelles méthodes qui auraient été développées déjà en informatique. Non, et ce n'est pas que ça. Il s'agit vraiment de rentrer dans les sujets de recherche, dans la question des robots, des machines, de l'apprentissage, pour voir ce qui se passe et qu'est-ce que sont les questions économiques, sociétales, juridiques, politiques qui se posent. Et c'est vraiment là qu'on peut avoir un apport en voyant les enjeux au plus près. Alors, ce qui est, par exemple, voilà, je fais un petit exemple de cela à partir de ma propre recherche, du coup, en reprenant un cas que Laurence a mentionné, celui des assistants virtuels dont on a découvert avec grand scandale il y a quelques mois que nos dialogues avec Alexa, Siri et compagnie sont écoutés par des gens qui enregistrent, corrigent, mettent de l'ordre tout cela et qui évidemment suppose un gros problème de protection de données et de la vie privée. Laurence l'a déjà mentionné, je ne reviens pas là-dessus.
Mais ça pose aussi, et ça c'est plutôt notre recherche, le travail que j'ai mené avec Antonio Casilli, qui est là-bas dans la salle, et qui a d'ailleurs été en partie financé par la MSH, donc il faut bien le mentionner ici, le travail qu'on a mené sur les travailleurs qui font ce boulot-là, d'écouter les robots et les gens qui parlent avec eux, et de transcrire et de corriger aux besoins. Dans quelles conditions ces gens sont mis? Quelles sont leurs rémunérations? Quel est leur encadrement? Qui les coordonne et les dirige? Et bien, en fait, là, on ouvre une boîte assez complexe, mais assez qui fait peur, en fait, quelque part. On voit que c'est des gens qui sont recrutés en tant que contractuels, sous-traitants, par des plateformes situées en Chine, mais pour des clients qui sont aux États-Unis et avec une gestion coordonnée au niveau de l'Europe, entre l'Italie et le Portugal et la France, et qui sont laissés à eux-mêmes, qui ont des quantités de travail qui varient du jour au lendemain, qui sont payés des misères. Enfin, bref, on voit des situations qui peuvent être très complexes et qui appellent en fait des compétences des sciences sociales, de sociologie, d'économie, de sociologie du travail, de sociologie des organisations, pour aller non seulement regarder ce qui se passe, mais en fait faire apparaître une réalité qui est peut-être plus complexe et plus délicate que ça en a l'air. En fait, il y a un problème de conditions de travail au-delà du problème de protection des données qui est tout à fait évident. Donc là, voilà, il y a des espaces où il y a de la place pour un vrai apport des connaissances provenant des sciences sociales, mais qui nécessite en fait d'aller un peu dans la machine en fait, enfin aller comprendre comment fonctionnent ces processus, comment sont entraînées ces machines, comment ça se passe vraiment un apprentissage statistique, parce que sinon on n'arriverait pas à trouver jusqu'au bout les petits gens qui font des transcriptions. Et puis donc tout cela est très bien. Ça ne vaut pas pour autant dire que l'interdisciplinarité est facile. C'est en effet pas évident, et donc on a bien vu les avantages et les apports. Ce n'est pas toujours facile à mettre en place, et je crois que là j'enfonce une porte ouverte parce que tout le monde qui en a fait l'expérience peut en témoigner. Je trouve que le plus difficile, en fait, est d'arriver à formuler ensemble des questions qui font du sens autant pour l'informatique que pour les sciences sociales. C'est-à-dire que trop souvent, la collaboration est faite d'une manière qui apparaît facile, mais qui en fait n'est pas intéressante, au moins pour une partie. Comme par exemple, quand moi on m'appelle pour aider à interpréter les résultats d'un projet de recherche en machine learning qui a été déjà conçu, réalisé avec les résultats. Voilà, ça, c'est les résultats. Qu'est-ce que ça veut dire sociologiquement? Enfin, c'est un peu mettre la cerise sur une tarte préparée par quelqu'un d'autre. C'est pas forcément intéressant. Nous, on fait la même erreur quand on appelle les informaticiens à travailler avec nous pour nous faire est-ce que tu peux me faire l'estimation, la partie technique qui n'a absolument aucun intérêt pour eux, mais qui pour nous est instrumentale. Donc ça, c'est les situations à absolument éviter. Là où la collaboration est vraiment fructueuse, c'est quand vraiment on arrive à se voir très, très en amont d'un projet et à définir ensemble des questions qui ont un intérêt autant social, économique, juridique, politique que informatique ou mathématique, selon ce que c'est que la spécialité concernée, pour que soit vraiment une collaboration entre égaux et qui ait un vrai apport pour toutes les disciplines. Évidemment, tout cela est moins simple à réaliser que des choses plus ponctuelles ou faites à la fin. Et puis, évidemment, il y a des obstacles à l'interdisciplinarité qui sont de nature institutionnelle, parce que s'il y a en place des institutions comme la MSH qui promeuvent explicitement l'interdisciplinarité, une partie des instances du CNRS le font aussi, tout n'est pas fait pour cela, et
on est confronté tout le temps à des difficultés d'ordre parfois pratico-pratique, mais qui en fait absorbent beaucoup d'énergie et exigent un travail de bricolage institutionnel ou d'entrepreneuriat institutionnel, si vous voulez, pour arriver à résoudre des problèmes qui en fait ne se posent pas du tout pour des collègues pratiquant leur recherche, leur activité dans leur discipline et dans une institution qui est beaucoup plus monodisciplinaire. J'aurais plein d'anecdotes à raconter, je passe dessus, mais je pense que voilà, tous ceux et toutes celles qui sont dans la même situation peuvent en témoigner. Donc faire de l'interdisciplinarité a aussi ce côté, il faut savoir aussi un peu se bouger du point de vue institutionnel pour faire marcher les choses, parce que ça ne va pas forcément de soi. Et puis, donc évidemment, il y a toute la partie, donc voilà pour l'interdisciplinarité, très, très brièvement, on pourrait en parler pendant longtemps, mais enfin, c'est ce que m'a inspiré la présentation de Laurence. Et puis, je voulais aussi un petit peu quand même revenir sur les questions de l'éthique qui étaient très importantes dans sa présentation. En fait, c'était un peu le fil conducteur du début à la fin. Ça m'a fait d'ailleurs plaisir d'en parler ici parce que, en fait, mon premier projet labellisé MSH, ça portait justement sur l'éthique de la recherche. Et c'était un projet workshop, et on a fait le workshop ici, dans ces mêmes lieux, il y a 2 ans. Donc, c'est bien de revenir et à reparler du même sujet. Alors, l'éthique, c'est un gros enjeu pour toutes les raisons que Laurence a montrées aujourd'hui en informatique, en robotique, en intelligence artificielle, pour toutes les possibilités qui s'ouvrent et dont on n'a pas forcément des réponses. C'est quelque chose de plus général qui touche à la pratique en fait de toutes les disciplines scientifiques, et c'est quelque chose à quoi je pense les sciences sociales, les sciences humaines et sociales peuvent avoir un vrai apport en fait, ont vraiment quelque chose à dire et quelque chose à apporter à une réflexion qui naît de toute cette complexité des choses. Je pense à quelque chose que Laurence disait à un moment, penser aux coûts et bénéfices d'une solution technique, par exemple d'une solution d'IA, voiture autonome, assistant agent conversationnel, assistant virtuel, etc. Là, par exemple, ça me fait penser qu'un apport que nous, on pourrait avoir, c'est des coûts et des bénéfices pour qui ? Parce que ce n'est pas forcément les mêmes acteurs qui vont payer les coûts ou profiter des bénéfices d'une innovation ou d'une autre. Donc là, c'est peut-être quelque chose où on peut avoir quelque chose à dire. On a aussi, là je reprends ma propre recherche, jusqu'où s'étendent les enjeux éthiques dans le sens de se dire qui on touche par le déploiement, la mise en œuvre des solutions d'intelligence artificielle. Moi, je rajouterais à la liste qui existe déjà, donc les questions de genre, par exemple, qui ont été évoquées, les questions de transparence, donc par rapport aux utilisateurs, etc. Moi, j'intégrerais dans tout cela la question du travail. Les travailleurs qui sont à la fois impactés par l'introduction, la mise en place des systèmes d'IA dans leur lieu de travail, leurs entreprises, organisations, institutions, quelles que soient, et par les travailleurs qui travaillent derrière, en fait, dans les processus de production de l'intelligence artificielle et qui le font parfois dans des conditions pas optimales, sur des plateformes où ils sont des sous-traitants sans un vrai encadrement, ou même dans des sociétés sous-traitées chez des sous-traitants dans le sud du monde. Donc là, ça pose des problèmes assez complexes, économiques, sociologiques,
où on a des choses à dire. Donc je pense que, voilà, je conclus parce que je ne veux pas non plus prendre trop de temps et laisser la place à quelques questions, j'imagine, de la salle. Mais je conclurai avec un appel, quelque part, aux collègues des sciences sociales qui s'intéressent à ces questions pour qu'on se réunisse, en fait, et on se parle sur ce qu'on peut faire, à quoi on peut s'intéresser, quelles sont les questions sociales, économiques, politiques que pose l'intelligence artificielle et nous, comment on peut contribuer avec un apport qui soit scientifique et qui soit aussi quelque chose d'actionnable, quelque chose qui est un apport politique, comme justement il y a une action qui est en train d'être menée par différents acteurs au niveau du gouvernement, des institutions européennes, des instances à différents niveaux. Et donc, voilà. Pour relaisser peut-être la salle, puisque je respecte le timing que m'a bien signalé André, donc je pense que c'est utile que vous puissiez répondre, Laurence Desvillers, sur tout ce qui a pu être dit par Paola, mais pour être sûr qu'on puisse avoir un débat, ce que je propose, c'est qu'en même temps, là, on ouvre tout de suite quelques questions du côté de la salle, comme ça vous pourrez répondre. Nous reste, oui. Je peux répondre en moins d'une minute. Bon, je suis censé être chairman, mais enfin, si vous voulez répondre en moins d'une minute, OK. Et puis après, on fera comme j'aurais souhaité qu'on le fasse. Je vous en prie. Merci. Dans Natalia, en fait, lorsqu'on était en pluridisciplinarité, il y a 2 thèses en parallèle. Une thèse qui est pilotée par les SHS, une thèse qui est pilotée plutôt STIC. Donc je crois que c'est intéressant quand on est dans un groupe de pouvoir discuter sur tous ces sujets. Le deuxième point, pour être rapide, c'est que sur l'Europe, sur ce fameux dossier qu'on est en train de regarder avec 130 questions, où on parle de travail, où on parle de pénibilité, où on parle des effets sur la société, on parle du droit humain, etc., bien évidemment, on l'envoie à des industriels en IA, mais c'est évidemment à la communauté qu'il faut l'envoyer. D'accord, oui, non, mais bien, pas de souci. Personne ne le regarde. Ouais. Alors, j'ouvre la parole à la salle pour des interventions, des commentaires, des questions. Oui, je vous en prie. Parce que je remarque, oui, s'agissant de l'intelligence artificielle, on s'est mis à parler d'éthique. Et on ne parle plus que d'éthique. Et sous ce terme, moi, j'aimerais avoir ne serait-ce un avis, parce que j'ai l'impression que c'est une façon une façon douce de dire il va falloir un peu réguler, parce que évidemment ce que vous nous présentez et ce dont on a conscience, c'est qu'on va vers un autre monde. Il y a des choix peut-être en amont de société, c'était évoqué là, des choix politiques, et il semble qu'on suive plus qu'on mène cette histoire. Et est-ce que c'est un aveu de dire de toute manière on n'arrêtera pas cette évolution parce que on est poussé vers ça, et voilà, et on va juste, par exemple là dans votre liste vous dites il faut de la transparence, le consentement c'est de la transparence. Moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'ai évolué depuis. Si je suis informée de ce qu'on me fait, ça ne veut pas dire que je consens à ce qu'on me fait. À un moment donné, je suis forcée de consentir parce que je suis pris dans un engrenage. Et c'est là où le droit est intéressant. C'est-à-dire que le droit dit... Il y a un livre très intéressant sur l'institution de la liberté d'une de nos collègues, Blandine Malé... non. Je dis une bêtise, son nom va me revenir. En tout cas, Institution de la liberté, où elle montre qu'on consent de plus en plus sans consentement. Et finalement, le consentement vient à rebours de la liberté. Donc, j'aimerais, moi, qu'on questionne ce terme éthique. Bien. Attendez, excusez-moi, je préférais qu'on prenne, si ça vous embête pas, je préférais qu'on prenne... plusieurs questions et puis vous puissiez répondre globalement parce que le temps est vraiment en compté, donc je pense qu'il y a peut-être plusieurs demandes d'intervention. S'il n'y en a pas, évidemment, en quel cas je vous passerai la parole. Oui. Oui, moi j'avais une question un peu générale qui n'est pas forcément liée
aux recherches sur l'IA, mais qui doivent se poser, je pense, à propos de ces recherches, c'était sur les questions d'indépendance de la recherche publique, notamment par rapport au financement de travaux de recherche ou de thèses, d'une part par les GAFA, et puis aussi sur les corpus de données. Il y a de plus en plus de thèses qui vont porter sur des corpus de données qui peuvent être produits justement par les GAFA. Donc voilà, quelle gouvernance et puis quel équilibre trouver pour l'indépendance de la recherche publique. Oui, c'est une question de souveraineté nationale qui est posée dans bien des sujets d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Si ce n'est pas le cas, écoutez, je vous propose de répondre sur tous les différents sujets, y compris ceux que Paola et les autres collègues ont pu exprimer. Sur le consentement, à la CERNA, on travaillait avec des juristes. Évidemment, c'est un vrai sujet. D'autant plus qu'on voit en sociologie, alors là, je me tourne vers vous, la chose remarquable qui est que lorsqu'on a un sujet complexe et qu'on le détaille, la personne qui est sur Internet qui voit ça a tendance à penser, je ne sais pas si c'est encore très simpliste ce que je vais dire, je n'ai pas fait de thèse en sociologie, mais aurait tendance à faire confiance. Dès qu'on précise les choses et dès qu'on amène à un multiple réactions, j'ai vu des papiers passer où ça montrait que les gens étaient du coup plus confiants et ça a amené à des consentements plus faciles. Donc le consentement est un réel sujet et vous avez tout à fait raison de le mettre en avant, et j'ai évidemment pas de solution, c'est quelque chose qu'il faut étudier, d'autant plus que il est présent, pas présent, sous quelle forme. C'est pour ça que je parle beaucoup, moi, d'empowerment, c'est-à-dire, en fait, est-ce que ces machines pourraient pas avoir la capacité de dire ce qu'elles font, un peu plus que juste être là pour rendre un service, afin de préciser à quoi on consent. Mais je défends personne, hein, là. Oui, je suis d'accord. Alors attendez. Bien, non mais merci. L'éthique, on va dire, il faut un consentement, il faut de la transparence. Mais est-ce que, voilà, alors, en disant éthique, en fait, on ne donne pas une chose qui est extrêmement importante, c'est un choix politique de dire ça on n'en veut pas ou ça on le veut pour notre société. Alors pour l'instant, on ne va pas vers de la régulation forte, mais je pense qu'on a raison de prendre son temps pour regarder les différents problèmes qui vont émerger. Donc, les red lines, quand vous parlez, c'est-à-dire des choses aberrantes qu'on ne veut absolument pas. Bien sûr que là, il faudrait... Par exemple, il y a une loi en Californie qui dit, lorsque vous appelez un téléphone, un système, vous savez que c'est évidemment soit un système, soit un humain. Le concepteur est obligé de le dire. Pourquoi on n'a pas cette loi-là en France? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait pour faire ça. Mais en tout cas, on voit émerger de temps en temps des choses extrêmement intéressantes à l'extérieur aussi. Il faut avoir sur cet aspect de consentement bien plus que ce qu'on a fait actuellement en recherche. Donc l'IA, pour moi, c'est tout sauf seulement de l'IA. C'est l'IA pour la société. Donc là, tous les territoires qui sont les vôtres, toutes les disciplines devraient être au centre. On doit faire les choses ensemble, sinon ça ne marchera pas pour beaucoup. L'autre point, sur les bases de données, sur les corpus de données, donc moi je pense aussi qu'il y a la gouvernance de l'IA est quelque chose de très compliqué à l'heure actuelle. Pour avoir été donc au plus près des décideurs, on a été reçu 2 fois par le président Macron qui a parlé à chaque fois de ce qu'il souhaitait. On sent que les GAFA sont installés. Donc, si vous voulez, quand on donne des chiffres à un industriel français et qu'on donne une chiffre à un GAFA, je pense que ce n'est pas le même niveau de financement qu'on devrait donner ou qu'on devrait demander en retour. Donc, il y a ces différences à faire émerger. Pour l'instant, sur le territoire français, il y a cette volonté d'attirer le plus possible de gens qui ont une force de créativité. Et c'est à nous et à vous de se mettre en ordre de marche pour aller insister sur plein de points. Et donc, il serait utile que la recherche, CNRS, etc., se mettent aussi en bon ordre de marche. Et je suis ravie d'entendre, je ne suivrai pas votre conférence après, mais je suis ravie d'entendre parler de sciences ouvertes. Mais on a besoin de rentrer dans une espèce de démarche active de ce qu'il faut faire ou pas autour de ces systèmes, que ce soit pour les données, les plateformes, le consentement. Et je serai, moi, bientôt donc, dans ceci, qui aura un intérêt quand même pour la santé. Je vais être membre du copil numérique du EIA du CCNE, un endroit où normalement on écoute les recommandations qui peuvent faire émerger des lois. Merci. Je pense qu'il ne faut pas non plus craindre le mot régulation, le monde social. Enfin, nous savons en sciences sociales, parce que ce sont des choses qui sont presque des questions fondatrices de nos disciplines,
que la régulation est une des dimensions intrinsèques de l'individuation, qu'il n'y a pas d'individuation sans dispositif de régulation. Donc il ne faut pas opposer, je pense, enfin ce sont des questions ouvertes bien sûr, mais il ne faut pas opposer les processus collectifs et distribués de construction de la régulation, que ce soit au Conseil d'État ou dans une thèse de droit ou dans une thèse de sociologie ou d'anthropologie, où vous voulez, avec l'expérimentation laissée à des groupes privés. Voilà, je pense que c'est ça aussi un des enjeux. Il faut quand même que nous le gardions à l'esprit. Voilà. Oui, alors après, je m'en remets à André. Dernière question. Voilà, je vous en prie. Ce qui m'interpelle, je trouve ça extrêmement intéressant, ce qui m'interpelle, c'est dans cette IA, notamment par rapport aux humains qui sont utilisés, dans le foyer, etc., c'est finalement... Merci. On l'a vu à propos des données. Les GAFA, finalement, sont propriétaires de nos données alors que nous en perdons la propriété, ou en tout cas, nous en perdons le contrôle. Donc il y a une dimension de contrôle. Et dans l'IA, la question qui va se poser, c'est finalement, et qui rejoint vos 11 lois de la robotique qui viendraient presque remplacer les 3 ou même les 4 d'Asimov, c'est qui a le contrôle de la machine. Est-ce que c'est ceux qui conçoivent, qui ont la maintenance ou qui sont derrière l'IA, c'est-à-dire par exemple un GAFA, Amazon pour Alexa, ou bien est-ce que c'est son propriétaire, utilisateur, et est-ce que la machine, le robot, agit dans l'intérêt de son propriétaire du foyer ou de son possesseur, ou bien de ceux qui l'ont conçu derrière. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que dans un cas, c'est le problème du consentement. Ça veut dire que dans c'est pour ça que c'est extrêmement important. Pour l'instant, c'est pas transparent. Et c'est ce qu'on demande en premier. Pour travailler sur la justice et sur les aspects légaux, on est obligé de passer par plus de transparence. Donc il est urgent de demander à ce que ces systèmes soient plus ouverts. Et lorsqu'on voit les problèmes qu'il y a eu avec Facebook et avec le peu de succès qu'a eu les 6 mois pour essayer de trouver le nerf de tout cela, eh bien, il y a des vrais sujets qu'il faut aller voir au plus près avec les GAFA. Moi, je ne suis pas si optimiste que vous sur ce sujet. Je trouve on a à faire attention où on met nos données. Si les plateformes ne sont que gérées par des GAFA et on met toutes nos données de santé dessus et on met toutes les données du gouvernement, si Trump décide autre chose demain ou si la GAFA se casse la binette, parce que c'est aussi très instable. Il suffit de 2 bouleversements un peu trop scandaleux pour qu'on ne soit plus du tout sur Facebook. Mais ce n'est pas seulement les données. Dans mon idée, c'était par exemple, si la machine conversationnelle, par exemple, vous pousse à acheter. Mais c'est tout à fait ça que je dénonce. Et alors attention, vous faites un clivage entre IA et numérique. L'IA, c'est juste des systèmes qui sont pas automates, et c'est tout. C'est-à-dire, en fait, c'est des systèmes qui sont capables de répondre de façon différente, de vous surprendre. L'IA, il faut réviser un peu le segment. Vous disiez d'un côté, il y a le numérique et l'IA, ou les données et l'IA. Les données, ça fait partie des modèles qu'on crée en IA, par exemple. Oui, non, mais j'entends bien. J'interromps parce que je pense qu'il faut qu'on respecte le timing. André, je te regarde, tu me regardes, donc comme tu me regardes, je comprends que je dois jouer mon rôle de chairman, donc je ferme cette session et je rends la place à la suite. Voilà.